gouvernorat de la ville de Kalemi en province de Tanganyika, la 24e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République, chef de l'État, point d'information, approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres, examen, adoption de dossiers, et au 5e point, c'était examen, adoption de texte. La communication du président de la République était centrée principalement sur la situation dans la province du Tanganyika et comportait 3 points. Le premier, de la relance des activités économiques et sociales dans la province du Tanganyika. Préoccupé par les inondations qui affectent sérieusement le quotidien paisible de toute la population du Tanganyika, le président de la République, à la suite de son itinérance et de ses échanges avec différents acteurs de tous ordres, a engagé les gouvernements à s'impliquer et s'y pencher avec des solutions urgentes à moyen terme afin que cette province, qui a un fort potentiel, soit relancée dans sa trajectoire de croissance et de développement. Sous la supervision de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de Transport, les ministres d'État, ministres d'Infrastructure, le ministre d'État, ministre de l'Éducation, le ministre d'État, ministre du Budget, les ministres des Finances, le ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, ainsi que le gouverneur de province de Tanganyika, ont été chargés de procéder à un état des lieux exhaustif urgent de toute la situation afin que soit élaborée une feuille de route des actions et mesures de soutien de la part du gouvernement pour l'élévement économique et social de cette province. Le président de la République a insisté pour que les activités scolaires soient redynamisées, qu'il y ait des études de faisabilité pour remettre les ports en activité et surtout qu'il y ait la réhabilitation, la construction des différentes infrastructures routières, ferroviaires et même lacustres. Il attend un rapport irrélatif dans le 30 jours. Le deuxième point portait sur la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika face à l'activisme de groupes armés résiduels de mouvements d'autodéfense contre l'occupation rwandaise et des protections de communautés dans la province de Tanganyika, qui s'illustrent par des activités criminelles, des survies. Le président de la République tient à tout mettre en œuvre pour sécuriser. Le président de la République a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre d'État, ministre de la Justice, le ministre de la Pêche et l'Élevage, le ministre des Finances et le gouverneur du Tanganyika, ainsi que le commissaire général de la police nationale, à concevoir et déployer une stratégie déclinant des actions sécuritaires répressives à mener pour traquer tous les groupes armés localisés dans cette province et imposer l'autorité de l'État dans la ville de Kalemi. Le ministre de l'Emploi, Travail ainsi que celui de la formation professionnelle sont instruits à envisager le plus rapidement possible la création des centres de formation professionnelle pour l'encadrement des jeunes désœuvrés dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain dans cette ville. Aussi, des dispositions idoines doivent être prises pour la mise en œuvre du programme PDDRCS dans la province afin de récupérer tous les membres de groupes armés qui s'y rendent et qui sont favorables à cet important programme de réinsertion. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur le lancement de la bourse mercantile de Kinshasa, Kinshasa Mercantile Exchange, dans le cadre de notre engagement collectif à moderniser et à diversifier l'économie nationale. Le président de la République a annoncé les lancements du projet stratégique et transformateur de la bourse mercantile de Kinshasa. Ces projets d'un investissement de 650 millions de dollars sur 10 ans symbolisent notre ambition de positionner la République démocratique du Congo comme un acteur incontournable dans le commerce mondial de matières premières et des actifs environnementaux. C'est une initiative innovante qui répond à nos objectifs de transparence, de durabilité et de création de richesses équitable qui sera développée dans un partenariat public-privé entre le gouvernement représenté par Congo Ressources et les partenaires privés américano-saoudiens Sage Intel Sagin. Le président de la République a souligné que cette bourse introduira des technologies de pointe telles que la blockchain pour réguler, centraliser et garantir la traçabilité des échanges de ressources stratégiques. Elle permettra de valoriser nos ressources minières de manière optimale, de lutter efficacement contre la contrebande et d'attirer des investissements internationaux responsables en respectant les normes internationales strictes comme la lutte contre les blanchiments d'argent, l'identification des clients et les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Pour concrétiser ce projet transformateur, il a invité
le gouvernement a accéléré le processus de validation de préalables nécessaires afin de permettre son lancement officiel, à allouer une subvention initiale nécessaire à Corres SA pour amorcer les activités professionnelles et à mettre en place sous sa direction directe un comité de pilotage pour coordonner les efforts et garantir l'efficacité dans l'exécution. Pour ce faire, le président de la République a engagé les ministres d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui assurera la coordination générale du projet en collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de Transport, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Environnement, le ministre d'État, ministre de l'Infrastructure, celui des Finances ainsi que celui de Mines, à produire un outil de politique sectorielle sur les objectifs stratégiques de cette bourse de valeur. Un rapport est attendu à ces sujets dans 60 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur quelques points principaux de la vie nationale en cette veille des fêtes de fin d'année. Le premier point a concerné la prise en charge de certaines problématiques urgentes en cette période de festivité. Pour la première ministre, plusieurs sujets nécessitent une attention immédiate du gouvernement afin d'assurer la tranquillité et le bien-être de nos concitoyens. S'agissant des par cette question, devront évaluer les impacts de l'expérimentation de cette mesure qui engendre des embouteillages importants et une augmentation des tarifs de transport en commun due à l'allongement des durées de trajet. En outre, il est impérieux d'assurer une campagne de sensibilisation claire et des mesures temporaires pour alléger les contraintes liées à la campagne de vérification de documents de contrôle technique des véhicules. En ce qui concerne le contrat de refinancement avec les pétroliers, la Première ministre a rappelé au ministre des Finances le besoin d'accélérer la finalisation du contrat de refinancement des pertes et manques à gagner dus aux pétroliers. Elle a insisté pour que ces dossiers soient traités en priorité avec les consortiums des banques pour garantir la stabilité économique durant cette période critique. Enfin, pour ce qui concerne la collaboration avec les importateurs et distributeurs de produits de première nécessité, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, les ministres des Finances ainsi que celui du commerce extérieur ont été chargés d'organiser conjointement dans les plus brefs délais des rencontres avec les importateurs et distributeurs de vivres et d'autres produits de première nécessité. L'objectif est de s'assurer qu'il y a une offre suffisante et que les prix de ces produits restent abordables tout au long des fêtes de fin d'année, tenant compte de l'application de mesures prises à travers le décret numéro 24/07 du 19 septembre 2024. Ensuite, la Première ministre a fait les résumés de ses récentes missions. D'abord, cette mission qu'elle a effectuée au Canada, où elle a eu l'occasion du 16 au 20 novembre 2024 de participer à la conférence sur les investissements canadiens en Afrique, dénommée Conférence Afrique Accelerating 2024, tenue dans les villes d'Ottawa et de Toronto pour renforcer notre partenariat stratégique avec le gouvernement canadien. Elle a eu l'occasion d'avoir plusieurs rencontres, notamment avec le Premier ministre Justin Trudeau. Outre les volets politiques et diplomatiques, elle a engagé des échanges prometteurs et fructueux avec le monde économique et des affaires du Canada. Enfin, elle a eu des échanges fort animés avec la diaspora congolaise et a visité notre ambassade à Ottawa. Dans les mêmes registres, elle a effectué du 24 au 28 novembre 2024, dans le cadre de la 16e édition du Forum international MEDES, une visite de travail au Maroc, principalement à Tanger, qui s'est inscrite dans une perspective stratégique et économique. La Première ministre a eu l'occasion de rappeler les rôles centraux de notre pays dans la construction d'un nouvel équilibre mondial en Afrique avec son statut de pays solution dans la transition énergétique et dans le développement durable. Elle a eu l'occasion de mettre l'accent sur la coopération et la souveraineté africaine au nom du chef de l'État. Elle a terminé cette note relative à ses missions par la mission d'évaluation qu'elle a effectuée en province du Nord Kivu et de l'Ituri du 22 au 24 novembre dernier pour faire l'évaluation de l'état de siège et d'examiner l'impact de mesures transitoires en vue de leur mise en œuvre. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population au cours de cette semaine a été marqué par l'attente
de la population dès l'issue de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, l'accueil chaleureux du président de la République par les populations de la province du Tanganyika ainsi que les attentes de... Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a brossé la situation sécuritaire de chacun de 6 territoires de la province du Tanganyika et a fait le point des actions en cours ainsi que de mesures à prendre. Par ailleurs, il est revenu sur la nécessité de renforcer les efforts de la police nationale au travers son plan opérationnel de lutte contre le banditisme, les embouteillages et l'incivisme routier de motocyclistes, cela étant désormais une urgence gouvernementale à l'approche de fêtes de fin d'année. Toujours sur ce chapitre, pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a plutôt fait le point de la situation opérationnelle, spécifiquement dans la partie est du pays et dans la partie ouest où les Mobondo continuent d'opérer. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, a pour sa part fait le point de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Au sujet du Mpox, on a noté une augmentation de cas suspects passant de 478 à 893 et une hausse de létalité de 0,21 à 1%. Il s'est observé une prédominance des cas notifiés dans les provinces de Sud Kivu, Chouapa, Sud-Ubangi, Nord Kivu, représentant 70% des cas suspects. Pour la province du Tanganyika particulièrement, les cumuls des cas à ce jour est de 151 cas suspects et 10 cas confirmés et aucun cas de décès enregistré. Il a profité pour faire le tour des raisons de sujets santé de la situation dans la province du Tanganyika. Rapport sur les conclusions des travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil les rapports sur les conclusions des travaux de la commission paritaire, gouvernement sociale des agents et fonctionnaires de l'État du régime général. Ainsi, au terme du travaux tenu du 11 au 16 novembre 2024, les parties ont procédé à la signature d'un protocole d'accord qui consacre leurs engagements réciproques, résumés par quelques points notamment pour le gouvernement, l'accélération de travaux relatifs à la mise en place d'une politique salariale, faire récupérer le pouvoir d'achat aux fonctionnaires de sorte à atteindre l'équivalent en francs congolais de 130 $ américains, poursuivre le processus de l'inclusion salariale par la mécanisation de plus de 100 000 agents, poursuivre le processus de la mise à la retraite des agents de carrière service de l'État et d'autres points. Pour le banc syndical, accompagner les gouvernements dans les efforts de mobilisation de recettes, en multipliant vigilance et en dénonçant tous les cas de fraude, de corruption, de détournement et des pratiques de défiscalisation, dénoncer tous les cas d'agents fictifs, des décès de longue date, les recrutements de nouvelles unités, ainsi que toutes les autres formes d'anomalies qui plombent le fichier des effectifs et la masse salariale de l'administration publique. Un point particulier a été mis sur la nécessité absolue d'intensifier l'assainissement du fichier des agents et fonctionnaires de l'État, aussi bien ceux relevant du régime général que ceux de régime particulier. Ainsi aussi, a conclu le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, toutes les actions d'amélioration doivent-elles tenir compte de l'équilibre. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Action prioritaire pour la correction des irrégularités constatées dans les fichiers paye des enseignants. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a présenté quelques actions prioritaires menées principalement dans la correction des irrégularités constatées dans les fichiers paye des enseignants. D'abord, la base de données des enseignants gérée par la DINACOP a connu depuis l'année 2021 plusieurs vagues de mécanisation et des prises en charge des agents et cadres dans plusieurs bureaux gestionnaires de Kinshasa. Il a indiqué cependant par la suite, en réponse aux nombreuses dénonciations reçues, faisant état d'une part d'agents affectés qui n'ont jamais rejoint leur poste, tout en continuant à percevoir leur salaire, et d'autre part d'agents mécanisés payés sur la base des documents falsifiés ou non authentiques. Un contrôle physique systématique des agents et de leurs dossiers a été mis en place. Le rapport intermédiaire de ce contrôle, qui a concerné l'ensemble du bureau de la DINACOP de la ville de Kinshasa, révèle 584 effectifs éligibles à la suspension du fichier de la paye pour divers motifs, et ces effectifs représentent une masse de 310 638 243 francs congolais. Le vice-ministre à l'Éducation nationale a soutenu sa décision d'affecter intégralement cette enveloppe à la prise en charge des enseignants non payés des écoles de Kinshasa. Il a terminé la note en informant
en présentant 3 autres actions prioritaires, principalement liées au bon fonctionnement de la DINACOP, après avoir mis à la disposition du Conseil les tableaux généraux du personnel non payé dans chacune de provinces. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Le ministre de l'Emploi et Travail a informé le Conseil qu'il a amorcé le dialogue avec les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs en vue d'examiner les possibilités d'ajuster les salaires minimums interprofessionnels garantis fixés depuis 2018 à 5 $ jour par décret irrélatif. Ainsi, les travaux de la commission tripartite chargée du suivi de l'application du SMIC sont en cours depuis le 8 octobre 2024. À ce stade, les représentants du gouvernement, les employeurs et les travailleurs ont approuvé à l'unanimité et de manière consensuelle la nécessité et l'urgence d'ajuster les SMIC actuels qui ne répondent plus à la réalité économique afin d'améliorer le pouvoir d'achat de la masse laborieuse et de maintenir la paix sociale telle que voulue par le président de la République. Dans les buts de faire avancer les travaux, le ministère de l'Emploi et du Travail a proposé aux partenaires sociaux des options permettant d'ajuster les SMIC. Il s'agit entre autres de l'application du 3% d'augmentation linéaire sur le SMIC 2018 jusqu'en 2024, l'indexation du SMIC de 5 $ au taux actuel, la révision du SMIC actuel tenant compte du panier de la ménagère, un indice de la consommation. Les organisations professionnelles d'employeurs et travailleurs ont sollicité un délai de 3 semaines pour poursuivre leur consultation en bipartite en vue d'apporter à la Commission une proposition consensuelle d'une tension salariale pour une application aisée du SMIC de tous les secteurs. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Célébration de la Semaine des droits de l'homme. À l'occasion de la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la ministre des Droits humains a informé le Conseil de l'organisation de la Semaine des droits de l'homme du 3 au 10 décembre 2024 sur toute l'étendue du pays, sous le thème « La sacralité de la vie humaine et la paix sociale comme principe non négociable ». Elle a indiqué qu'à travers ces activités qui se dérouleront concomitamment dans toutes les provinces du pays, il est question de promouvoir et renforcer la culture des droits humains, mais aussi de sensibiliser la population à la défense et à la promotion et à la protection de ces droits et libertés. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027, la RDC, à travers son gouvernement agissant conformément à la vision du président de la République, réaffirme la sacralité de la vie humaine, car chaque vie humaine, chaque voix mérite d'être entendue et la paix sociale demeure le socle de tous les développements durables dans notre pays. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 23e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenu le vendredi 22 novembre 2024. Au 4e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 2 dossiers, le ministre du portefeuille a soumis au Conseil 2 dossiers pour examen et approbation. Il s'agit du dossier de la relance de la société commerciale La Minière de Kisenge Manganèse par la signature d'un accord de joint venture avec Blue Sky Mining SRL, après avoir rappelé l'historique de cette société et les soubresauts qu'elle a connus jusqu'à ce jour, le ministre du portefeuille a soutenu l'opportunité de relancer cette société commerciale. Il s'agit de maintenir la participation dans l'actionnariat à 20% et celle de l'État congolais à 10% pour les 5 premières années, avec la clause de faire évoluer à 39% des actions, de la construction d'une usine de traitement d'or en Pokoto devant permettre à cette société, au-delà de la relance de la production, à résorber les chômages dans la communauté et environ. Quant au partenariat avec Blue Sky, l'objet de cet accord est de définir le terme et les conditions de collaboration entre les parties ainsi que leurs droits et obligations dans le cadre de la constitution d'une joint venture dénommée Pokoto Resources Company en vue de la réalisation du projet minier dans la province du Lualaba. Il est conclu pour une durée de 20 ans, équivalent à la validité de 4 permis concernés avec possibilité de prorogation, dont la phase initiale comporte des essais de mise en service des installations d'une part et la production conforme aux exigences de qualité d'études de faisabilité actualisées d'autre part. Le 2e dossier a concerné la problématique de participation indirecte de l'État et paiement des dividendes au Trésor public. Le ministre du portefeuille a rappelé qu'au 30 octobre 2024,
l'État est détenteur de 108 participations directes réparties entre 30 entreprises publiques et 87 d'économie mixte. De même, il est titulaire de 9 participations indirectes dominées par les secteurs de mines, à travers notamment les participations directes de Gécamines SA dans 43 sociétés de joint venture. Il a estimé que le décret numéro 23/08 du 2 février 2023 portant manuel de procédure relative aux transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques mérite d'être complété par des dispositions réglementaires plus larges. Après débat et délibération, ces 2 dossiers ont été adoptés. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, 2 textes, projet de loi modifiant et complétant la loi sur la conservation de la nature, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a soumis au Conseil le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 sur la conservation de la nature en République démocratique du Congo. Elle a motivé la nécessité d'enrichir la loi en vigueur avec un nouveau type d'aire protégée à vocation communautaire dans le but d'offrir un cadre légal nécessaire au projet de création couloir vers Kivu-Kinshasa. Il s'agit d'une aire protégée à vocation communautaire de plus d'1 million de kilomètres carrés dont l'ambition est de faire de la République démocratique du Congo le pays abritant la plus vaste aire protégée de la planète. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. 2 projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 8 décembre 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Commencé à 17h51. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h07. Je vous remercie.